Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Ah non, mais nous les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une femme animée par la lumière, la beauté, l'art et les connexions de cœur. Elle a fait le déplacement depuis la Suisse romande pour se reconnecter à la terre de son arrière-grand-père en Vendée et nous en avons profité pour nous rencontrer et enregistrer cet épisode. Son parcours atypique a toujours été guidé par la curiosité et le voyage. C'est une histoire de famille, elle va nous en parler. Elle est d'abord passée par une école de commerce durant 3 ans pour se rassurer, puis s'est enfin autorisée et est entrée dans une grande école de photographie à Vevey en Suisse. Elle a ensuite assisté des grands noms de la photographie, travaillé dans un magazine féminin de renommée, organisé des voyages photographiques, enchaîné des expositions photos et artistiques, s'est formée au marketing, à la communication et aux relations publiques, puis finalement a ouvert son studio d'art, de photographie et de graphisme, toujours en Suisse. J'ai le plaisir et je suis très heureuse d'accueillir Myriam Ramel, alias Lumière du Jour, au micro de Flamboyante. Bienvenue Myriam. Pour commencer, est-ce que tu peux nous partager ton humeur du jour? Bonjour Sabine. Déjà, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. C'est vraiment un cadeau en fait de se voir en présentiel. Donc merci. Et puis ravie d'être dans une belle énergie toutes les deux. Mon humeur du jour, il y a du soleil dehors, il y a toi en face avec la même sensibilité que la mienne. Donc voilà, toute heureuse et reconnaissante d'être là avec toi. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a une chance inouïe par rapport à cette connexion qui est très jolie et très ensoleillée. Exactement, ouais. Est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites? Alors moi, je suis photographe à la base. C'est vrai que je suis diplômée d'une école de commerce. Ensuite, j'ai commencé par l'école de photographie de Vevey, après un cours préparatoire au métier d'art appliqué. Et l'art, ça a toujours été ma passion, mon bonheur. Déjà adolescente, j'avais découvert la Renaissance italienne. J'étais passionnée de Michel-Ange, de Léonard de Vinci. Je tapissais ma chambre avec des affiches d'art. Voilà, je savais que je voulais être architecte d'intérieur quand j'étais jeune, tu vois. J'étais passionnée déjà par tout ce qui était beau et puis tout ce qui était doux aussi. Et quand je suis rentrée à l'école de photo, c'était vraiment ma voie. C'était pour moi normal de faire quelque chose dans la créativité. Donc voilà, ça c'est ce qui me définit le plus. J'aime les voyages, hein, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et puis la beauté sous toutes ses formes, l'art sous toutes ses formes. Je suis artiste aussi, vu que je fais des expositions de photographie et maintenant aussi de peinture, mais essentiellement de photographie. Et je suis aussi maintenant graphiste depuis une dizaine d'années, suite à une formation en marketing communication entreprise, parce que j'avais envie d'élargir aussi mon panel et du coup je fais aussi toute la communication visuelle pour mes clients. Donc voilà, mon studio est assez large, je prends en compte et en charge toute leur communication, autant de la photographie que du graphisme, et à côté de ça j'expose. Merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'entreprendre t'a appris aujourd'hui? Je pense que entreprendre, déjà, c'est quelque chose qui était tellement juste par rapport à qui j'étais, parce que j'ai une valeur de la liberté qui est très importante pour moi, et que du coup, de pouvoir être mon chef d'entreprise, de pouvoir guider ma vie et guider mon activité comme je l'entendais, c'était quelque chose de très important.
même si j'ai aussi été salariée, ça m'a tout à fait convenu, mais j'ai quand même ce besoin de liberté, même au sein du salariat. Et ça m'a appris à avoir de la résilience déjà, à pouvoir rebondir, à pouvoir aussi se réinventer, ce que j'aime faire. Donc prendre tous les chemins qu'on a envie de prendre et toutes les passions qu'on a envie de développer, en fait, dans l'entrepreneuriat, tu peux te réinventer chaque jour si tu as envie, changer de direction, décider tout d'un coup du jour au lendemain de créer un nouveau public cible ou une nouvelle offre. Donc je trouve qu'entreprendre a ce côté magique, cette liberté d'action qui est assez formidable, quoi. Alors, tu nous as un peu parlé de tous tes passages, mais est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le concret et est-ce que tu peux décrire les grandes lignes de ton aventure professionnelle et entrepreneuriale, puisque tu n'as pas été tout le temps entrepreneur, tu as aussi Oui. été salarié, je crois. Et donc, voilà, par quoi tu es passé? Je l'ai dit, tu es entré dans une école de commerce parce que je crois que tu te disais que tu pourrais jamais vivre de ta passion artistique et de ton envie de photographie. Ça t'a rassuré, ça a rassuré aussi ton papa. Est-ce que, voilà, et après, comment tu t'es autorisé cette école de photo et puis comment, au fil du temps, t'as grandi, t'as parcouru un chemin ultra riche et varié. C'est vrai que les 3 ans à l'école de commerce, j'ai bien aimé, hein. Mon père il avait fait du commerce international, il avait beaucoup voyagé. Et moi, j'ai, je pense, un contact comme lui, facile aussi et agréable avec les gens. J'aime l'humain. Et du coup, je m'étais dit, c'est une option, même si dans mon fort intérieur et mon cœur, je savais qu'il fallait que je prenne une voie artistique pour respecter vraiment qui j'étais profondément. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé faire cette école de commerce. Et puis, en sortant de cette école, je me suis octroyé une année d'année sabbatique, en fait, où je suis partie à Londres, apprendre plus l'anglais. J'ai adoré ce pays. Et voilà, j'ai aimé être dans cette grande ville. Et puis ensuite, je suis revenue en Suisse. Et comme le graphisme m'intéressait déjà, je me suis dit, je vais me faire engager dans une agence de graphisme et de communication. Et puis j'ai eu la chance d'être, en fait, je faisais un poste de secrétaire, hein, mais secrétaire de direction dans cette agence pendant quelques mois. Et puis là, je voyais des graphistes, je voyais comment ça se passait le marketing, etc. Ça, c'était mon année sabbatique. Et puis j'ai postulé pour rentrer au cours préparatoire de l'école d'art appliqué de Vevey pendant que j'étais là-bas. Et puis j'ai été prise, donc j'ai donné ma démission et je suis rentrée à l'école d'art pour une année. Puis là, j'ai fait du bois, de la céramique, du dessin, de la peinture, de la photographie. J'étais comme un poisson dans l'eau. Et en parallèle de ça, il fallait choisir ensuite qu'est-ce qu'on allait faire. Et dans l'école d'art appliqué, il y avait 3 sections, céramique, décoration et photographie. Et puis, la photographie était une école qui était très réputée. Les gens venaient de toute l'Europe pour rentrer dans cette école. Il n'y avait pas d'équivalent autre en Suisse romande, en tout cas. Il y en avait une à Zurich et puis après une à Paris et une à Arles, je crois. Mais il y avait peu d'écoles de ce niveau en Europe. Et du coup, c'était compliqué d'y entrer. Ils prenaient genre 15% des gens qui se présentaient. Donc, par sécurité, je me suis présentée en déco et en photo. Et j'ai été acceptée aux 2 examens, par chance. Et puis, j'ai choisi, bien sûr, la photographie. Et je suis rentrée à l'école pour 4 années de cursus passionnant, en fait. Et au milieu de ces 4 années, il y avait mon année préférée, qui était la 3e année, qui était une année de stage, où on pouvait faire des voyages à l'étranger et faire nos stages à l'étranger. Donc, moi, grand bonheur, avec un père très grand voyageur. Voilà, j'étais très inspirée d'aller faire mes stages à l'étranger et j'ai eu la chance de pouvoir partir en Toscane, au Toscana Photographic Workshop. Et là, j'ai assisté Sabine Weiss parce que voilà, on s'était choisis. J'ai eu beaucoup de bonheur à découvrir cette femme qui était absolument adorable, qui, pour ceux qui la connaissent pas, une photographe parisienne, reportage, qui a été très connue dans le domaine de la photographie argentique, noir et blanc surtout, et puis qui était absolument adorable. Donc on a créé une amitié. Après j'ai été chez elle avec son mari à Grimaud. Je me souviens, on avait voilà, des très jolis moments de partage ensemble. Et puis j'ai assisté aussi Sally Mann, qui est une grande photographe américaine, qui avait fait un livre qui s'appelait The Family Man, je crois, et qui photographiait ses enfants en noir et blanc, des photos absolument sublimes. Et là aussi, j'ai eu la chance par la suite d'aller chez elle en Virginie, dans les endroits mythiques où elle avait fait ses photos.
Et puis voilà, j'ai passé tout mon été en Toscane. Moi, je suis une fan de l'Italie. Comme je disais avant, la Renaissance italienne, voilà, c'était vraiment... je parle italien, je l'ai appris à l'école. Et la culture italienne me passionne. Donc, pour moi, j'étais comme un poisson dans l'eau. Et puis, en septembre, je suis partie aux États-Unis ensuite. Et j'ai assisté Larry Fink, qui est un photographe américain qui est sur la côte Est. Et là, je faisais pour lui, avec son équipe aussi, il avait une équipe de tireuses professionnelles. Et on était dans une petite cabane. C'était un endroit un peu hippie comme ça. J'étais dans une petite cabane aux toilettes sèches au fond du jardin où toute la journée on tirait, on discutait, on était dans le noir du labo et on faisait des tirages pour préparer son expo pour le Whitney Museum de New York. Et, c'était sa série Boxing, mais il a fait beaucoup de bouquins. Larry Fink, il a exposé au musée de l'Élysée aussi à Lausanne. Voilà, c'était vraiment 3 mois très particuliers en Pennsylvanie où j'avais mon petit appartement. J'avais 23 ans. Et j'étais très heureuse d'être là-bas. Et puis après, quand je suis revenue, j'avais réfléchi comment optimiser cette année de stage par les choses qui me passionnaient. Et donc, j'adorais le théâtre, j'adorais le cinéma. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je vais travailler pour la RTS? Puis finalement, j'ai eu un doute quant à mon intérêt pour ce stage et j'ai fini par travailler avec Mario Del Curto, qui est un photographe de théâtre pour le théâtre de Vidi à Lausanne. Et là, c'était vraiment passionnant. Je suis partie à Paris pour Zingaro, la troupe équestre. On a fait beaucoup de photos de théâtre et puis j'ai eu énormément de plaisir à seconder ce photographe qui est adorable et qui était spécialisé aussi dans l'art brut. Et puis après, je suis partie au Journal de Genève et j'ai travaillé comme petite jeune reporter, photographe de presse. Et puis c'est ça qui m'a mis aussi le pied à l'étrier de la presse par la suite. Ça, c'était mon année stage, qui est quelque chose qui était une année qui était marquante quand même pour moi. Et puis après, j'ai fait ma dernière année, j'ai eu le diplôme de l'école de photographie. Et en sortant, j'avais déjà un book de presse, en fait. Donc ça m'a aidé à aller faire le tour des rédactions, à me présenter. Et puis j'ai très rapidement eu des mandats pour le journal Le Temps, qui est un journal réputé en Suisse. Et puis, j'ai aussi eu tout de suite le magazine Femina qui m'a fait confiance. La rédactrice en chef de l'époque a tout de suite souhaité me donner des mandats et je me suis retrouvée à 25 ans avec 6 pages sur les femmes paysannes. C'était mon premier grand mandat pour illustrer voilà, un article au Hasselblad. En noir et blanc, en argentique à l'époque, parce que c'était pas la même photographie que maintenant. Et puis, je me suis lancée dans la photo de presse. Et j'ai fait comme ça pour différents journaux. Pendant des années, j'étais photographe de presse, entre autres. À côté, j'avais mes clients aussi. Et puis, au bout d'une année, Femina a voulu m'engager. Moi, avec ma valeur de liberté, j'avais très peur. Donc, je me suis dit, est-ce que vraiment, je vais pas perdre ma liberté? Et puis, finalement, elle m'a vraiment rassurée en disant, non, tu seras comme une freelance et tu vas pouvoir être... voilà, notre salarié, mais en même temps avoir toute ta liberté d'action et tu viendras à la rédaction quand il faudra livrer les tirages. Donc moi, j'avais mon labo noir-blanc à côté, je faisais mes tirages et je venais livrer les choses. Et puis, j'ai fait 7 ans donc à Femina. J'étais à temps partiel, j'étais à 60%. À côté, j'avais ma clientèle de photographes indépendantes. Et puis, pendant cette année, voilà, il y a eu un changement de rédaction en chef après. La nouvelle rédactrice en chef m'a aussi mis le pied à l'étrier d'autres types de photographies, dont la photo de déco. Elle m'a présentée à Samira Buchy, qui est devenue une grande amie pour moi et que tu as interviewée il y a quelques mois. Épisode, je sais plus combien. Et en fait, elle me l'a présentée pour qu'elle fasse le stylisme et que je fasse les photographies pour le magazine. Là, c'était de la photographie digitale, pour le coup, numérique et non plus argentique. Et puis, on a commencé à faire un duo de choc photo de déco. Et on a fait ça pendant quelques années à Femina. On a eu énormément de plaisir. Donc, on a fait un peu de photo culinaire, de la photo de déco, de la photo de tout ce qui était beau, en fait. On le mettait en scène, on le photographiait. Vraiment, on a adoré collaborer ensemble. Et puis, au bout de quelques années, moi, j'avais fait le tour. La photographie de presse, ça faisait quand même des années que je baignais dedans. J'avais aussi, à côté de ce magazine, j'avais rencontré la rédactrice photo de Femina et on était les deux passionnés de photographie et passionnés de voyage. On faisait beaucoup de festivals de photos ensemble. Et puis un jour, je me souviens, on avait rendez-vous dans un petit bistrot et en montant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais lui proposer, en fait, qui mêle ma passion pour le voyage et ma passion pour la photographie que j'ai la chance de partager avec elle.
Et puis, je lui ai dit, est-ce qu'on ferait une agence de photographie haut de gamme où on va dans les plus beaux endroits du monde avec les plus grands photographes du monde. Et j'ai eu la chance qu'elle me dise chiche. Et voilà, on a topé comme ça au restaurant et puis on s'est lancé dans l'aventure. Donc ça, c'était en 2003-2004. Et on a mis une année à monter notre agence de voyage photographique. On a écrit à des grands photographes. Et puis, on a eu la chance qu'on nous suive. Donc, on a même eu un contact avec Depardon, qui nous avait invité à boire le thé à Paris. On a eu un contact avec plusieurs personnes, dont Dominique Isserman, plein de personnes vraiment inspirantes pour nous. Et notre premier photographe qui nous parlait beaucoup et qu'on aimait beaucoup, c'était Max Pam, un photographe australien, spécialisé dans les carnets de voyage, et qui nous a dit « Why not Zanzibar ?» Moi, Zanzibar, ça me faisait rêver. C'était le nom un peu mythique comme ça pour un voyageur. Et du coup, on est parti à Zanzibar. Alors, ma collègue était enceinte, donc je suis partie accompagner le voyage. Et puis, on est parti avec un premier groupe de voyageurs faire des photos à Zanzibar, accompagnés par ce photographe qui les coachait, qui leur donnait des cours la journée. Et puis, l'après-midi, on faisait des carnets de voyage photographiques. Le soir, il y avait des projections de films autour de la photographie, des grands noms de l'image. C'était un voyage magnifique. Et quand on est rentré, j'avais fait un partenariat avec une agence de voyage qui est aussi galerie d'art, spécialisée à Lausanne, et qui nous a exposé aussi. Donc, c'était vraiment une très belle expérience. Et puis, on a continué la deuxième année. On devait faire un voyage avec Denis Dailleux, un photographe de Paris, que j'aime beaucoup et qui fait des portraits extraordinaires au Caire. On avait préparé tout le voyage, puis après, il y a eu les attentats du Caire. On a décidé de mettre en stand-by ce lieu-là pour pas prendre de risques. Et puis, on avait un troisième voyage en cours avec Sarah Moon. Sarah, qui est photographe mondialement connue de mode parisienne, absolument adorable. J'ai eu vraiment une petite pépite à rencontrer avec qui voyager. Et on est parti au Rajasthan. On était logés dans un palais de Maharaja au Rajasthan, au bord du lac Pichola, Udaipur, la ville blanche. Et c'était somptueux, vraiment. Voilà. Sarah logeait dans la suite de Jackie Kennedy, de Nazis. C'était le palais des 1001 nuits, vraiment. Et donc, on a partagé 12 jours comme ça au Rajasthan, hors du temps, avec des gens qui étaient venus d'Europe, mais aussi du Canada, de Dubaï. On a été quand même bien médiatisés pour ce voyage d'exception. On avait on a eu plusieurs propositions de médias, mais on a choisi Géo Magazine, qui est parti avec nous. Donc, on a eu une journaliste et une photographe qui sont venus pendant le voyage et on a eu la cover du Géo Magazine après avec plusieurs pages dans le magazine. Et puis, on avait vraiment une jolie couverture. Et voilà, c'est des moments quand même hors du temps. Exceptionnels qui restent. Et puis, quand je suis rentrée, Sarah m'avait dit en voyage, il faut que tu mettes absolument ton travail artistique en valeur, parce que je lui avais montré ça au Rajasthan. Elle m'a dit, c'est dommage que tu ne le montres pas plus, que tu t'occupes de montrer le travail des autres, mais pas le tien. Et du coup, quand je suis rentrée, elle m'a présenté à sa galerie. Moi, j'ai commencé à faire des expositions. Et puis, la première exposition en 2007, je pensais peut-être vendre un tableau, et puis j'en ai vendu 23. Et là, je me suis dit, bon, voilà, je quitte Femina. J'avais envie d'autre chose. Avec les voyages photographiques, j'en avais plein la tête, le cœur. Les expos, tout d'un coup, je me suis dit, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à moi. Je m'étais mariée aussi. Et du coup, voilà, j'avais envie de vivre autre chose. J'ai quitté Femina, je me suis mis à mon compte à 100%. Et là, depuis 2007, donc depuis 98, j'étais à temps partiel à mon compte. Et depuis 2007, j'ai été à mon compte à 100%. Et puis, après 2007, j'ai fait comme ça quelques années avec des super beaux mandats comme photographe indépendante. J'ai fait beaucoup d'expos individuelles. J'ai beaucoup vendu de pièces de mes tableaux, de photographies, beaucoup de photos de fleurs. Je suis une fan de beauté, de fleurs et de nature et de contemplation de la nature. Mais beaucoup de photos en lien avec l'Asie, mais ça on en parlera plus tard. Et puis en 2012, je me suis dit, il me faut un nouveau challenge. Et là, j'ai fait une école qui s'appelle le SAVI en Suisse romande, qui est une école de marketing, communication d'entreprise et relations publiques.
Et puis j'ai fait ça pendant 9 mois. Et puis après, je me suis dit, je vais peut-être offrir mes services de relations publiques, peut-être, à côté de la photo. J'avais envie de me diversifier. Ça faisait déjà un long moment que j'étais que photographe. Et puis j'ai commencé à me poser la question. Et là, il y a mes premiers clients qui sont venus me dire, est-ce que tu nous ferais notre site, notre logo? Tu l'as fait pour toi, c'était beau, fais-le pour nous. Et puis finalement, ça m'a mis le pied à l'étrier. Et pendant 10 ans, et depuis ce moment-là, je fais aussi la communication visuelle de mes clients, donc les sites internet, des logos, et puis maintenant les réseaux sociaux aussi, mais surtout principalement ça, et évidemment les photographies pour les mettre en valeur. Donc depuis ce temps-là, en fait, j'ai vraiment mon agence qui se spécialise dans la mise en valeur des indépendants et des petites entreprises et moyennes entreprises pour sublimer leur savoir-faire, montrer leur créativité, montrer leur talent, leur donner confiance dans leur business à travers des belles photos, mais aussi à travers une belle communication visuelle, une belle représentation sur les réseaux. Donc ça, c'est ma passion maintenant. Et puis, le public que j'accompagne principalement, mais pas que, il y a beaucoup de thérapeutes parce que j'adore le développement personnel. Et il y a des gens dans la décoration, architecte d'intérieur, ça c'est vraiment des domaines que j'aime beaucoup. La photographie culinaire, tout ce qui est lié à la nature, au bien-être, les artistes. Comme je suis fan d'art, c'est un grand bonheur d'accompagner des artistes, des céramistes, des créatifs, tous les gens qui travaillent avec les mains ou qui font des belles choses. En fait, tout ce qui a lieu avec la beauté. Pour moi, ça peut être des spas de luxe. J'ai fait beaucoup d'hôtels de luxe aussi, mais des petites adresses de charme aussi. Voilà. Tout ce qui a un lien avec la beauté, la douceur, la nature, c'est vraiment des choses qui m'appellent. Et puis, c'est le public cible en général qui vient à moi. C'est riche, 3 décennies résumées en quelques mots. Ouais. Bon, les auditrices et les auditeurs qui me connaissent sauront pourquoi nous nous sommes rencontrés, puisque en fait, on a des points communs et des résonances aussi dans nos missions professionnelles. Bon, on le comprend, c'est bien sûr, toi, t'es guidée par la lumière, par la douceur, tu viens de le dire, et puis tout ça, en fait, c'est l'émotion. Donc c'est le souhait de transmettre des émotions, ça a toujours inspiré ton travail jusqu'à présent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se traduit en toi, cette histoire d'émotion, et comment tu fais pour traduire ça dans ton travail, et comment ça a déterminé ton parcours? Ma maman, quand j'étais petite, m'appelait la princesse au petit pois. Je ne sais pas si tu connais ce conte de la princesse qui sent le petit pois en dessous de son matelas. Et voilà, j'ai toujours été hypersensible sans vraiment le comprendre ou le savoir. Jusqu'à il y a peu où voilà, j'ai été acheter un livre à ce sujet et je me suis dit que c'était un descriptif complet de ma personnalité. Donc j'ai enfin compris pourquoi j'étais un peu différente des autres. Et forcément, quand on est hypersensible, tout nous touche. On est sensible aux ondes des autres, on est sensible aux ondes de la nature, des choses qui nous entourent. Et du coup, ça a aussi guidé mon parcours. J'ai essayé de m'entourer de choses qui étaient douces, qui étaient belles, qui avaient des ongles arrondis, qui, si possible, étaient bienveillants. J'ai pas toujours fait les bonnes rencontres, mais enfin, j'ai essayé quand même de guider mon parcours dans ce sens-là. C'est peut-être pour ça que maintenant, je vais aussi vers le public cible qui est en lien avec ça. Et du coup, dans la photographie, forcément, l'émotion, on essaye de transmettre. Le photographe va essayer de transmettre ce qu'il ressent. J'ai une bonne connexion avec les gens, enfin j'espère. Je suis quelqu'un de très empathique aussi, et de chaleureux. Et du coup, quand j'ai quelqu'un à mettre en valeur, à rassurer devant mon appareil pour pouvoir le mettre en valeur et qu'il soit à l'aise, forcément ça passe par le lien et par l'émotion qu'on arrive à créer. Donc c'est un fil conducteur qui est très important, je pense, quand on est photographe. Et même dans l'accompagnement de communication visuelle, de pouvoir aussi prendre en charge l'autre qui est peut-être désécurisé parfois, qui a peut-être essayé plein de choses tout seul et puis qui finalement galère et qui se rend compte qu'il n'y arrive pas et puis qu'il est un peu perdu. Et d'avoir quelqu'un qui peut le rassurer, qui peut être bienveillant et chaleureux et le guider comme ça, autant en photo qu'en communication visuelle, je pense que c'est précieux. Et puis après, il y a toute la partie photo artistique qui fait qu'effectivement, là, j'ai pu développer tout le côté émotionnel qui m'anime avec les thématiques qui me parlent.
Et comment tu peux expliquer que ce soit la photographie, ce médium qui t'ait tellement séduite dès le départ? Est-ce que tu avais déjà enfant cette connexion à ce médium? Parce que bon, tu nous as parlé de tes références artistiques, donc qui étaient plus larges, mais là, pourquoi la photo? Est-ce que dans ta famille, est-ce que enfant, tu as découvert déjà la photo? C'est venu comment? Effectivement, alors ma maman, elle était passionnée de photos. Et donc, quand j'étais petite, j'allais au labo noir et blanc, à côté des bacs de photos, regarder les images se révéler dans la lumière orange. Et puis, son frère était photographe professionnel au sud de la France. Son autre frère avait fait des sublimes photos. Ils avaient tous un Rolleiflex. Donc, je baignais dans la photo. Mon père, quand j'avais 10 ans, est parti faire le tour du monde. Alors ça, c'est tout un chapitre voyage, qui m'a aussi beaucoup nourri, inspiré. Et il est parti avec un appareil photo, plusieurs optiques. Et quand j'ai eu 13 ans, il me les a donnés. Et j'ai pu commencer à faire mes premières images à l'école de photographie. Non, pas l'école de photo, à l'école normale. Il y avait un cours de photographie que j'ai pris et j'ai commencé à développer au labo. Et donc, du coup, entre 13 et 16, j'ai déjà fait des photos à l'argentique. J'avais le plaisir de faire ça. Et puis après, quand j'étais à l'école d'art, ben là, je voulais faire graphiste. Et puis, le prof m'a dit, mais non, tu dois être photographe. En fait, il avait vu mon petit portfolio, en fait, de photographie et il m'a dit, tu as un regard pour la photographie. Après, je pense, moi, c'était la peinture qui m'animait. Depuis toute petite, j'étais fan de peinture. Je sais que ma maman me relate que quand j'avais 2 ans, on vivait à Amsterdam quelques mois et on allait au Rijksmuseum, mais paraît-il que je m'extasiais avec mes petits oh, j'étais dans mon pouce-pouce, hein, devant les tableaux. Enfin, donc c'était quelque chose qui m'a toujours animée, qui faisait partie de mon ADN. Et puis quand j'étais adolescente, outre la Renaissance italienne, il y avait aussi Matisse. Moi, j'ai rencontré Matisse, j'ai rencontré les Fauves. J'étais en amour sur les peintres. Comme je te dis, ma chambre était tapissée de ça. Et du coup, je pense que j'aurais voulu être peintre. Mais quand j'ai fait l'école d'art, ben, il fallait savoir bien dessiner. Et peut-être le manque de confiance en moi a fait que je me suis dit, je suis peut-être pas assez aguerrie dans mon trait pour pouvoir oser un métier où il fallait, à l'époque, il y avait pratiquement pas d'ordinateur et il fallait savoir bien dessiner. Et là, je m'étais dit, bon, peut-être que je sais pas assez. Mais toute ma vie, ça m'a un peu suivi, cette histoire de la peinture me manque, l'art me manque. Enfin, moi, on me met dans un musée. Et donc, voilà. Et ça revient, ça revient. Voilà, ça revient. Et c'est pour ça que j'ai recommencé, enfin, j'ai suivi des cours de peinture et j'ai commencé la peinture. Et là, voilà, je suis aussi dans mon élément et dans quelque chose qui me parle énormément. Donc, je suis très, 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 très heureuse. Mais voilà, mes liens à la photographie. Ah oui, j'avais pas cette part d'histoire qui est extrêmement fondatrice. Et comment tu te positionnes entre la création personnelle et la création pour les autres? Parce que ben, on est souvent, quand on est créatif, artiste, on a souvent ce dilemme du partage, de se nourrir soi-même pour son art, son propre art, et en même temps de nourrir les autres en mettant à leur service cette partie artistique. Et puis, au-delà de cet équilibre, j'ai envie de dire créatif, de production, il y a aussi un équilibre, on va dire, purement financier dans une entreprise, entre je prends du temps pour ma création personnelle et j'offre du temps aux gens, et là, il y a une rémunération. Comment tu gères ça depuis 17 ans, donc que tu es avec ton studio qui s'appelle Lumière du Jour, dont j'ai pas encore cité le nom, mais qui est un nom... Est-ce qu'il y a un hommage? Alors, il y a plusieurs questions dans la question, mais est-ce qu'il y a un hommage à... Ah mince, notre chanteur français que j'adore, tu sais, avec France Gall. Oh, comment il s'appelle? Michel Berger. Mais oui, mais cette chanson que j'adore, Tu es ma lumière du jour. Ah, il y a un hommage? Non, il n'y a pas un hommage à ça. Il y a un hommage, je crois que j'ai fait un brainstorming en sortant de l'école de photo et je me suis dit, quel est le nom de ton entreprise? Et en fait, à l'école de photo, on avait appris le flash de studio. On travaillait avec la Sinar, qui est un gros appareil qu'on doit mettre uniquement sur trépied, avec encore un corps avant, un corps arrière, un soufflet entre deux. C'était lourd, c'était fastidieux, c'était vraiment... Enfin, pour moi, je suis sortie de l'école et je me suis dit, mon Dieu, j'aime la simplicité. J'aime la douceur et la délicatesse de la lumière du jour. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, lumièredujour.ch, je cherchais un nom pour mon site à la base. Je me suis dit, mais en fait, je veux rien d'autre. Je veux juste cette douceur. Et j'aime la lumière. J'aime que les gens soient lumineux. J'ai besoin de lumière. Je suis pas une personne de la nuit.
Je suis une personne du jour. Je suis une personne voilà, j'ai besoin de cette ouverture, en fait, sur le monde et de cette douceur que procure la lumière naturelle. Donc, c'est venu tout seul, en fait. Génial. Et puis, ton autre question. Ton personnel création Oui. pour les autres. Alors, effectivement, la création personnelle, parfois, souffre de la création pour les autres. C'est pas évident de coupler les deux. C'est vrai que quand j'ai fait mes premières expos, j'étais dans une configuration personnelle qui me permettait plus de temps pour la créativité personnelle et pour mon travail artistique. Et donc, du coup, à l'époque, j'étais mariée avec le papa de mon enfant. Et du coup, il m'a aussi aidée pour monter les expositions, d'être secondée comme ça. C'est vrai que ça donnait une autre dynamique et ça m'offrait plus de temps aussi pour faire de la création personnelle. Et voilà, je lui en suis reconnaissante parce que vraiment là, ça a été le tournant aussi de ma carrière artistique où j'ai pu avoir mon atelier aussi après Femina quand j'ai quitté. J'avais un grand studio avec baigné de lumière naturelle, un vieil atelier magnifique avec encore les petites fenêtres à carreaux. Et là, j'ai fait beaucoup de shooting, j'ai fait beaucoup de photos. Ma série Meditation, je l'ai fait aussi dans cet atelier. J'ai fait venir une japonaise, j'ai fait venir une femme qui l'a habillée avec des vieux kimonos de plus de 100 ans, qu'elle a mis tout en couche comme ça pendant 1 heure et demie avec. Elle a habillé cette femme. Il y avait des maquilleuses qui venaient. Moi, j'avais vraiment un espace de création qui était agréable. Et j'ai beaucoup travaillé à ce moment-là sur mes photos artistiques et en plus elles se vendaient extrêmement bien. Donc vraiment j'ai eu cette période et puis la vie fait qu'il y a d'autres moments où on doit aussi voilà s'occuper différemment de sa vie professionnelle. Et là pour le coup quand je suis avec mes clients, c'est vraiment je crée d'une autre manière, c'est-à-dire je me concentre sur qui ils sont, comment je peux faire pour les sublimer, comment je peux faire pour bien comprendre leur univers, pour les valoriser, mettre en avant des savoir-faire qu'ils ont peut-être pas conscience et qu'ils font de manière automatique, aller voir leur lieu. Voilà. J'aime beaucoup ce lien, cette découverte humaine, ça me passionne et je suis vraiment dans leur bulle à eux. Et là, le travail artistique me manque pas parce que je suis vraiment connectée à eux et à leur univers. Et puis, au-delà de ça, il faut effectivement que je prenne le temps de faire plus de création artistique. Et là, c'est assez challenging, en fait, quand on a une vie de maman entrepreneur et de savoir comment est-ce qu'on arrive à placer ça au milieu, en sachant que je suis quelqu'un de très contemplatif et que pour faire du travail artistique, j'ai besoin d'avoir des temps de repos, de méditation, de tranquillité, où je peux juste me promener, flâner, réfléchir à mes séries sans avoir le quotidien rempli de 1000 choses à faire et de to-do list à rallonge. Voilà, c'est un challenge, je crois, au quotidien. Tu m'as dit aussi lors de notre entretien préparatoire, faire ce qui est juste pour soi, ça oblige à se réaligner souvent. Alors bon, évidemment, moi je comprends parfaitement cette phrase que j'incarne aussi, je pense très bien. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, je pense la vie nous apprend, elle se charge de nous apprendre peut-être parfois durement que quand on n'est pas aligné à soi, ça casse des fois. Donc effectivement, là je l'ai appris de manière assez douloureuse dans ma santé ces dernières années et j'ai pas fait peut-être les bons choix, je ne sais pas. Enfin, voilà. Mais la vie, en tout cas, mon corps s'est chargé de me le rappeler. Et du coup, c'est aussi de savoir comment tu gères ton business, comment tu gères les mandats que tu acceptes, les mandats que tu refuses, quelle direction tu donnes à ton entreprise, pour être vraiment aligné au fur et à mesure du temps qui passe, à qui tu es profondément, en fait, à ta sensibilité, et pas seulement peut-être à ton travail d'entrepreneur en te disant voilà, forcément moi je suis maman solo, de savoir comment tu fais tourner ton entreprise, c'est quelque chose de challengeant et qui prend beaucoup d'énergie, et de savoir qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu acceptes pas, de qui tu t'entoures, mais même dans ton travail aussi, dans tes relations personnelles et professionnelles, qui tu as envie de côtoyer, quel projet tu as envie de nourrir, et au contraire, quelles autres choses tu as envie de laisser partir et quelles autres personnes tu as envie de laisser partir parce que ça te tire vers le bas plutôt que vers le haut.
Donc c'est un équilibre qui est tenu et je pense qu'avec la vie et avec l'âge, on a cette sagesse petit à petit qui s'installe par bribes. Et quand on oublie de la mettre en avant, la santé ou la vie vient nous le rappeler fortement et ça fait mal, quoi. Donc voilà, ça c'était les dernières années ont été assez fortes en enseignement de se dire maintenant il faut être aligné même dans les choix de mandat à qui on est pour être bien en fait parce que la vie passe vite et c'est quand même primordial d'être bien et avec des gens aussi qui sont bienveillants. J'aime l'élégance, j'aime la chaleur humaine. J'ai besoin de contacts comme ça qui sont vraiment, voilà. C'est des gens qui sont généreux, subtils. C'est tout ce que j'aime en fait. Et voilà. C'est ce que j'ai envie de mettre en place encore et encore plus dans ma vie. Et comment tu as réajusté tes curseurs alors? Il y a eu des décisions radicales dans ton entreprise? Oui, il y a eu des décisions dans la vie privée et dans la vie professionnelle, effectivement, de laisser vraiment partir des choses et des gens, et au contraire, de mieux choisir son public cible. C'est vrai que moi, je me suis lancée à corps perdu dans l'aventure de l'entrepreneuriat sans vraiment y réfléchir, en fait, parce que je suis pas sûre que quand on sortait d'une école comme l'école de photographie, on nous apprenait pas du tout comment mettre en valeur ton entreprise, comment choisir ton public cible, dans quel chemin partir. Enfin, donc j'ai tout appris sur le tas. Et puis, partie tête baissée comme ça, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres de mandats qui m'intéressaient pas forcément toujours. Certains, oui, beaucoup, et puis d'autres, beaucoup moins. Mais parce que, ben voilà, l'entrepreneuriat, ceux qui le vivent peuvent savoir que le téléphone, quand il sonne, faut prendre. Et j'ai fait énormément de choses comme ça. Et puis, ben là, maintenant, c'est aussi de savoir vraiment comment atteindre le public cible qui résonne en moi, qui est celui à qui je peux faire le plus de bien et aussi qui me nourrit. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ai décidé de vraiment changer mon site internet. J'ai tout refait ma communication il y a 3 ans maintenant et j'ai vraiment mis sur mon site et j'ai osé mettre quel était mon public cible et sur la page photographie, je présente vraiment mes spécialisations et les choses que j'aime faire. Donc ça, c'était un acte qui m'a demandé du courage, d'oser trier aussi et d'oser me dire, ben je pense que c'est vraiment ça vers lequel je veux tendre et vers lequel mon cœur m'appelle, et puis de le suivre et de le respecter. Ouais. Mais oui, tu vois, moi j'accompagne énormément d'entrepreneuses et d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise à révéler leur marque et leur être. Et vraiment, ce en quoi je crois profondément, c'est que plus on affirme, on exprime sa singularité, plus on va être identifiable et identifié pour qui on est, pour ce qu'on fait, pour nos valeurs. Et donc, plus on a 100% de chance de rencontrer nos clients de cœur et les personnes qui nous sont dédiées, celles qu'on va déjà le plus pouvoir soutenir, aider et sublimer, et puis celles qui vont être les plus respectueuses aussi de la collaboration, qui vont s'engager pour elles et pour la collaboration, et qui vont vraiment y mettre tout leur cœur parce qu'elles vont reconnaître la valeur d'un tel accompagnement et la préciosité des conseils qu'on va leur prodiguer. Et comme toi, moi aussi, j'ai été échaudée par pas mal de collaborations avec des personnes qui étaient certainement pas assez ciblées et qui ne comprenaient pas qui j'étais, ne comprenaient pas qui elles étaient, et quand je leur expliquais qui elles étaient, elles ne comprenaient toujours pas. Donc en fait, c'était pas du tout le bon public. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui ne sont pas dédiées, qui ne vont pas pouvoir accéder à cette zone-là, j'ai envie de dire, de créativité, de connexion à soi, de partage dans le cœur. C'est pas grave, mais c'est juste pas les bonnes personnes pour nous, quoi. Et toi, ce recentrage que tu as fait à travers ta communication notamment, mais la communication est toujours l'expression d'un positionnement, hein. Si positionnement il y a, la communication doit en être l'expression et doit rendre tangible et visible ce positionnement. T'as senti un changement de cap? T'as senti des nouveaux clients arriver, plus d'alignement, plus de joie aussi à accompagner des personnes qui étaient beaucoup plus précises et qui correspondaient mieux finalement à ce que tu cherchais? Oui, alors effectivement, quand j'ai commencé à refaire mon site et que je me suis dit, c'est audacieux quand même d'oser faire ce tri-là. Mais en même temps, j'ai réfléchi à la niche. Est-ce qu'il fallait se nicher encore plus? Et puis finalement, j'ai décidé de pas me nicher non plus trop.
trop, c'est-à-dire de choisir par exemple que les thérapeutes Oui. et de laisser tomber la photo culinaire ou la photo d'architecture et de décoration d'intérieur parce que ça j'aime aussi. Et je pense que je suis quelqu'un de curieux et j'aime bien me nourrir de plusieurs facettes de la beauté et pas seulement d'une seule. Donc je voulais pas me fermer non plus ces portes-là. Et je pense que j'ai bien fait parce que c'est en adéquation avec ce que j'ai envie de faire. Par contre, oui, quand on n'est pas aligné, forcément, on a des clients qui sont parfois moins respectueux aussi parce qu'on n'a pas la même sensibilité. Et puis ça, je peux plus en fait. C'est le corps en fait qui supporte plus ce genre de choses. Donc, comme moi, mon mental est très fort et que je continue à avancer et que je disais à mon corps, tais-toi, je veux continuer, il s'est chargé de dire, c'est moi le chef. Donc De maintenant, prendre le lead. voilà, c'est pas possible. Mais vraiment, c'est un joli challenge. Et depuis que j'ai changé ma communication, j'ai énormément de thérapeutes qui sont venus à moi, mais j'ai aussi des céramistes qui étaient magnifiques, des artistes. J'ai eu vraiment des très belles choses, y compris dans la déco. J'adore ça. Là, comme je te disais, j'ai un japonais qui m'a contacté maintenant pour faire peut-être une collaboration ensemble parce que j'expose actuellement avec des japonais. Et tout d'un coup, il a vu cette délicatesse peut-être qu'on retrouve aussi dans ce travail-là. Qui peut être proche du Japon vu que j'ai une esthétique quand même qui est très liée à l'Asie vu mes racines asiatiques et du coup je trouve que les rapports que j'ai avec mes clients maintenant sont très justes, hyper alignés. Quand je lis leurs témoignages, souvent ça me met la larme à l'œil parce qu'ils ont des témoignages vraiment extrêmement chaleureux et reconnaissants sur le travail qu'on a pu effectuer ensemble. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est formidable de mieux se réaligner, en fait. C'est un cadeau de la vie, ouais. Et alors justement, parlons de voyage et parlons de l'Asie, qui est vraiment une source d'inspiration très très importante pour toi. Donc je l'ai dit en introduction, hein, il y a une histoire avec un grand-père vendéen et puis un arrière-grand-père pardon vendéen et puis donc une histoire familiale qui se dessine en Asie. Toi qui est imbibé encore une fois de l'Asie, des voyages. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce parcours-là? Avec plaisir, ouais. En fait, effectivement, mon arrière-grand-père est parti en Chine du temps d'Indochine, au Vietnam, pardon, du temps d'Indochine, et il était tout au nord du Vietnam, vers la frontière chinoise. Et puis, il était dans l'armée française, je pense, à l'époque. Et il a rencontré mon arrière-grand-mère, qui était une chinoise des tribus, des ethnies minoritaires du sud de la Chine. Et ils se sont mariés, ils ont eu une histoire d'amour, ils ont eu plusieurs enfants, ils habitaient à Cao Bang, c'était dans les montagnes, ces pains de sucre comme ça qu'on peut imaginer dans ces forêts brumeuses remplies de végétation. Ils avaient une belle maison coloniale là-bas, j'ai vu une photo en noir et blanc où il y a les domestiques et il y a mon grand-père qui est la seule personne grande et sinon il y a une toute petite lignée d'asiatiques et ma grand-mère était l'une de ses enfants et puis moi j'étais très très proche de ma grand-mère Marie. Elle avait un prénom français mais elle était métisse, moitié donc chinoise et moitié française, moitié vendéenne. Et puis elle a quitté le nord du Vietnam parce qu'à l'époque c'était la guerre. Quand elle avait une vingtaine d'années, elle a dû fuir pour le sud du Vietnam. Quand elle est arrivée à Saigon, elle a rencontré mon grand-père qui était vietnamien et ils ont eu une vie ensemble où ils ont eu la chance de pouvoir alterner des voyages entre le Vietnam et la France. Et puis finalement, ils sont revenus en France quand la situation a été trop compliquée. Mais ma maman était née en France, après elle est repartie au Vietnam, donc elle parle le vietnamien, ma maman. Et moi, j'ai grandi à la maison avec ma grand-mère qui venait souvent nous visiter et qui parlait vietnamien à ma maman. Et on mangeait vietnamien à table. Et c'est ça, là, c'est toute des souvenirs d'enfance, des odeurs de nourriture, des odeurs d'encens. Elle faisait l'hôtel de prière, ma grand-mère, quand elle venait chez nous et qu'elle l'installait. Ça sentait le riz oignon. Ça fait partie de mon ADN. Et c'est vrai que quand j'ai pris un billet d'avion, je suis partie en Asie très vite, très tôt. Comme mon père avait justement beaucoup voyagé, ça m'a inspirée pour partir dès que j'ai eu mes premiers soit 18 ans, j'ai commencé mes vols internationaux. Et puis j'ai énormément voyagé en Asie. Et c'est vraiment une terre où je me sens bien, que je trouve belle, tout me captive. J'ai fait de la calligraphie chinoise pendant quelques années.
J'ai aimé l'art, genre Fabienne Verdier par exemple, qui est une peintre qui a fait justement ce passage entre l'Orient et l'Occident à travers sa peinture et qui a fait 10 ans en Chine. Voilà, c'est une peintre que j'affectionne particulièrement. Et puis, je me suis nourrie beaucoup de l'Asie dans mon travail artistique. Donc, j'ai commencé à photographier justement des femmes et des fleurs et mélanger aussi des haïkus, mélanger de la calligraphie chinoise. Euh, j'ai photographié des lieux sacrés dans le monde, donc j'ai fait une série qui s'appelle Sacred World. Ben, j'ai un lien à la spiritualité aussi qui est très important et très fort. Et du coup, j'ai voulu rendre hommage à l'Asie et la terre de mes ancêtres. Et aussi à travers les peintures que j'ai faites, c'était aussi les montagnes, autant de Suisse, parce que mon père est de la région du Pays d'en Haut, qui est un endroit en Suisse merveilleux et très inspirant et où j'ai aussi toutes mes racines. Donc, je me nourris de ces deux régions qui finalement sont montagneuses, qui sont très belles. Et Landscape Memories, qui est ma série de peintures, elle rend aussi hommage aux montagnes de Suisse, mais aussi aux montagnes d'Asie, du Nord-Vietnam et à ces deux racines que j'ai. Enfin voilà, c'est sur ces deux continents. Mais l'Asie, elle a mon cœur. Ça fait longtemps que j'y suis pas retournée parce que la vie a fait que je suis maman et que c'était pas à l'ordre du jour. Mais bientôt, c'est au programme. Il faut, ça manque. Ouais. Et une nouvelle série de photos. Et une nouvelle série de photos, exactement. Inspirée. Ouais, par la tout à vie. fait. Ouais. On arrive presque à la fin de notre conversation, Myriam. Est-ce que tu doutes? Est-ce que tu as connu des revers financiers, humains? Tu nous as parlé un peu de la santé tout à l'heure, mais au-delà de la santé, peut-être à d'autres moments dans ta carrière, est-ce que tu as des regrets aussi? Est-ce qu'il y a des choses qui, voilà, rétrospectivement, là, après 25 ans de carrière, quel regard tu portes sur ce parcours et puis quelle est l'étape d'après? Comment tu vois les choses? Vers où tu as envie de te diriger? Bon, je crois qu'il y a une grosse partie artistique, peut-être peinture, qui arrive, un nouveau chapitre créatif. Mais voilà, comment tu vis ça intérieurement, cette créativité, ce parcours entrepreneurial? Bah déjà dans les doutes, non, à part des doutes peut-être liés à l'énergie physique, de dire qu'est-ce que le corps et la santé me permet de faire. Moi, j'ai un cerveau qui fulmine toujours à 100 à l'heure, donc voilà, j'ai toujours envie de nouveaux projets. Je passe toujours d'une chose à l'autre, donc ça pose pas de problème. C'est de savoir maintenant comment être bien aligné pour réaliser tous ces projets et choisir les bons projets où mettre de l'énergie. Donc les regrets, c'est non, peut-être avoir manqué peut-être de prendre plus soin de moi dans la vie et de savoir ralentir, de savoir peut-être faire un pas en arrière pour avoir une vue plus d'ensemble plutôt que d'être dans la course focus en avant comme ça. Donc ça, c'est peut-être des choses, mais avec l'âge, on apprend et puis c'est toujours le moment de recorriger le tir. Mais sinon, je suis vraiment hyper reconnaissante de ce que j'ai vécu parce que voilà, j'ai fait des rencontres absolument formidables et comme dit ma grand-mère, je suis née sous une bonne étoile. J'avais toujours des choses qui se sont ouvertes sans que j'aille les chercher, des gens qui sont venus à moi, qui me faisaient des propositions formidables. Donc, les gens qui m'entourent et qui ont été sur mon parcours, je suis vraiment très reconnaissante s'ils m'entendent, s'ils m'écoutent. Enfin voilà, chacun d'entre eux se reconnaîtra. Mais c'est aussi des gens qui ont nourri mon parcours de vie et pour ça, je suis très reconnaissante. Évidemment, la vie d'entrepreneur, c'est des hauts, des bas, c'est des challenges, c'est des défis, c'est pas tous les jours évident. Et il faut avoir des gens autour de nous qui nous font confiance. Et ça, voilà, on va pas dire que c'est tous les jours simple, mais on a la chance de pouvoir faire ce qu'on aime et de le diriger dans le sens de ce qu'on veut. Et puis, mes prochains défis, c'est vrai que là, j'ai eu la grande chance d'être contactée par une galeriste chez qui j'expose actuellement, qui est dans un petit bourg absolument ravissant qui s'appelle Cuy, qui est sur la rivière Vaudoise, en Suisse. Et elle s'appelle Key Gallery, K-I. Et j'ai une expo actuellement de peinture et de photographie avec 3 autres Japonais. Et c'est un lieu très beau, une galerie qui vient d'ouvrir. La galerie, c'était adorable. Et c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir exposer dans cet endroit-là. Donc voilà, pour le moment, c'est photographie, peinture, développer cette collaboration qui est très riche et qui me fait plaisir. C'est les petits cadeaux de la vie, comme ça. Donc voilà, travailler plus cet été, je vais reprendre mes pinceaux aussi. Travailler plus mon travail artistique. Ça, c'est vraiment tout en parallèle, bien sûr, à mon travail d'indépendante.
Et puis maintenant, j'ai très envie de développer plus des ateliers photographiques, créatifs et aussi développement personnel parce que à travers le parcours de vie, j'ai envie de m'octroyer le fait d'être plus alignée à qui je suis aussi dans l'expression de ma profession et dans ce que je communique aux autres. Donc là, j'ai un très bel atelier qui va avoir lieu le 9 août, qui est un atelier que j'ai créé avec une amie qui fait des bols chantants, qui chante sur les bols chantants de manière absolument divine et qui fait du réalignement, de la méditation, du développement personnel. Et puis, on fait un atelier de photographie contemplative, méditative, ressourçante dans un lieu magnifique, le parc du château de Vuirance, qui est un très beau parc avec un château 18e. C'est toujours sur cette région de la Suisse romande. Et voilà, ça c'est un cadre magnifique. J'ai fait des ateliers cet hiver de développement personnel et de collage pour mêler la créativité et aussi les collages pour que les gens puissent matérialiser leurs rêves. J'avais mis comme thématique matérialiser vos rêves et de les guider, non pas seulement uniquement à faire des collages, mais vraiment les guider de manière personnelle par des méditations guidées, par des exercices introspectifs, savoir comment on est résilient, comment on met en place les choses qui nous font rêver, avec des supports peut-être de collage pour guider les gens et puis qu'après ils puissent repartir avec de l'écriture, des choses vraiment concrètes pour mettre en place la vie de leurs rêves. Mais ça fait résonance à ce que j'ai vécu aussi. Et maintenant, il y aura un nouvel atelier aussi en fin octobre dans la très belle ville de Romainmôtier, qui est un vieux village médiéval en fait, avec une abbatiale absolument somptueux. Et là, je vais aussi faire un cours sur une thématique liée autour de la photographie méditative, contemplative, comme ça, pour juste prendre le temps et pouvoir transmettre non seulement de la photo, plus photo technique, mais ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus maintenant, en fait, mais d'oublier la technique et puis de se concentrer sur la beauté de l'instant, la poésie de la nature. J'adore la nature et j'ai vraiment besoin et envie de me reconnecter à ça et aussi d'amener les gens à se reconnecter à plus de justesse dans un monde qui est chaotique, qui fait trop de bruit, qui va dans tous les sens, où il y a une surconnexion permanente et une déconnexion à soi. J'ai vraiment envie que les gens puissent prendre un temps de pause, de méditatif comme ça, où ils peuvent se ressourcer, se reconnecter à eux, et puis que la créativité puisse être sur leur chemin comme ça, comme un outil bienveillant en fait. Et la sensibilité aussi. Et la sensibilité, exactement. Aussi, ouais. Et puis des partages humains, tu vois, qu'on soit pas que sur des réseaux sociaux et derrière un écran, mais qu'on puisse se retrouver dans l'humain, dans la nature, dans la beauté des lieux énergétiques, parce que Romainmôtier c'est aussi un lieu très énergétique, ou dans des parcs incroyables. Moi, je veux toujours choisir des beaux endroits. Qui sont captivants, mais qui sont aussi... La dernière fois, le cours de collage, c'était chez une décoratrice magnifique, dans une maison cocooning, avec les bougies, la bonne soupe maison. On était toutes ensemble avec beaucoup... Là, pour le coup, il y avait que des femmes, et il y avait beaucoup de sororité, mais c'est aussi ouvert aux hommes. C'est histoire d'être entre humains, et de faire des beaux partages, et de faire des belles rencontres, mais qu'il y ait la créativité comme fil conducteur. Et puis le développement personnel en toile de fond pour dire maintenant, prenons soin de nous. Et peut-être dernière question, est-ce que, puisque là j'ai compris ce matin que finalement il y avait une lignée de photographes, Voilà. Est-ce que ta fille a cette sensibilité? Est-ce qu'elle se dirige aussi vers la photo? Alors, elle fait des belles photos, ma fille. Oui, elle a un très beau regard, je trouve. Elle s'exerce avec son téléphone à faire des belles images qu'elle retouche, qu'elle recadre. Et elle a fait des très, très belles séries dans nos voyages. Donc, je pense qu'elle a vraiment ce beau regard-là. Et puis après, il faudra voir si sa maman l'inspire. Elle a fait des portraits de moi aussi, parce qu'il a fallu pour ma communication, je lui ai demandé de prendre l'appareil. Donc là, elle s'est retrouvée avec un gros boîtier à dire « Maman, c'est lourd !» Et donc, du coup, voilà, oui, petit à petit, mais elle est plus dans la musique, c'est une musicienne née. Elle a fait du violon, du violoncelle, elle fait du piano, elle veut reprendre maintenant le violon, elle compose. C'est vraiment quelqu'un elle aime les maths, elle aime le sport, elle aime la musique. Donc, elle a vraiment ce cerveau qui est un petit peu différent comme ça, mais avec une belle sensibilité. Voilà. C'est joli. Ouais, les chats ne font pas des chiens. Exactement.
Pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter ou un conseil que tu aimerais prodiguer à des femmes qui entreprennent déjà ou à celles qui n'osent pas se lancer? Ben, moi, je trouve que l'aventure entrepreneuriale, elle est formidable. C'est extraordinaire de pouvoir être le chef de son bateau et de pouvoir se dire, ben, aujourd'hui, en fait, je viens de faire une belle rencontre, je développe une nouvelle passion, je peux en faire une nouvelle offre, je peux aller vers un nouveau public cible. Et s'il y a un problème, il y aura sûrement forcément une solution. Et donc, je vais pouvoir la trouver et me réorienter si besoin et tout. Donc, je trouve que c'est une formidable aventure, quoi. Après, de pas lâcher l'affaire, effectivement, mais de pas s'oublier aussi. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on fait 1000 choses à la minute, on a des to-do list immenses. Mais je pense aussi que c'est bien de prendre du recul, effectivement, et de prendre un temps d'introspection. Et que même si la vie nous appelle dans tous les sens et qu'elle est frénétique, la vie, je pense, elle vaut la peine de prendre son temps et de se dire, est-ce que je suis toujours sur la bonne voie? Est-ce qu'il y aurait une voie un peu différente qui me rendrait plus heureuse? Et puis de régulièrement se réaligner un petit peu pour être en adéquation avec qui on est, quoi. Ouais, c'est une histoire de réajustement permanent. C'est ça, ouais, je trouve que c'est important, ouais. Oui, c'est important. La vie est courte, faut se la faire belle, en fait. Ouais. Au détail près, à la subtilité près. Oui, et avec les belles rencontres et avec les gens qui vous font du bien et qui vous nourrissent, ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver alors à la Key Gallery, Oui. à QI. On peut me retrouver en ligne sur Instagram sous lumièredujour.ch, sans accent. On peut me retrouver sur mon site, la même chose. Et puis, par mail, avec grand plaisir pour entendre, partager. Je suis toujours ravie de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Donc voilà. La galerie, elle est près du lac aussi? La galerie, elle est dans une bourgade au bord du lac idyllique. Donc, le lac Léman. Le lac Léman en Ouais. Suisse, en Suisse romande, entre Lausanne et Vevey. Moi, j'habite dans ce cadre fabuleux qui est la Riviera, comme ça, qui est vraiment magnifique, avec des vignes en terrasse, des bateaux Belle Époque qui passent sur le lac. Et la galerie, elle est quasiment au bord du lac, dans ce petit bourg. Donc, c'est vraiment une excursion assez belle à s'offrir. Voilà. Estivale. Voilà. Jusqu'à fin septembre, donc. On prend un train et puis Exactement. on se rend au lac Léman. Exactement. Voilà. Merci infiniment d'avoir saisi l'opportunité de cette visite à Nantes pour me retrouver et puis pour offrir ce temps à Flamboyante. Je te souhaite une belle exploration de la Bretagne puisque je crois que c'est la suite de ton parcours et encore beaucoup de créations, des créations artistiques, picturales puisque je crois que c'est vraiment ton appétence du moment. Et puis je te dis à très bientôt. Merci 1000 fois. Enfin, j'étais ravie, les étoiles se sont bien alignées, le fait que je sois à Nantes et qu'on puisse faire le podcast en vrai et non pas en virtuel, pour moi, ça me tenait à cœur. Et puis voilà, nos sensibilités communes m'ont touchée, donc je suis vraiment ravie que tu m'aies accueillie aujourd'hui. Et puis merci, bonne suite. Merci beaucoup. Mais oui, c'est la 2e saison de Flamboyante, donc tu vois, c'est un beau démarrage de saison avec toi. Formidable, je suis ravie. Hein. Un immense merci Sabine, vraiment. Merci à je suis toi, touchée. vraiment, moi aussi, beaucoup. Merci. Merci pour ce partage et ces belles choses que tu nous as dites pendant cette heure, parce qu'en fait, on a toutes et tous besoin de se reconnecter à des choses très simples, essentielles, naturelles, humaines dans la vie, qui nous semblent parfois complètement éloignées de nos modes de vie actuels, mais dont on a un besoin vital en fait, et qui nous donne la joie, le sourire, et puis l'envie de croire en l'humanité, de croire aux connexions de cœur, à de simples rencontres, à un mot dit dans la rue à quelqu'un qu'on connaît pas, voilà, tout ça en fait, moi ça me touche beaucoup parce que je pense que c'est l'essentiel de nos vies. Et parfois on oublie cruellement cet essentiel. Oui, complètement. Ça m'anime alors absolument. Et c'est vrai qu'on a vécu une période extrêmement chaotique, y compris pour l'entrepreneuriat, mais pour le monde entier, et on continue à la vivre. Donc voilà, se nourrir de beauté, de douceur, pour moi, c'est mon mantra de base. Se nourrir de beauté, Et de liens. de liens chaleureux, de douceur. C'est peut-être, la gentillesse, c'est peut-être galvaudé actuellement. Oui. Pour moi, la douceur, la bienveillance, la gentillesse, la délicatesse, l'élégance.
la beauté, la simplicité, et la connexion à la nature, voilà, à la spiritualité, on en a pas parlé, mais c'est vrai que voilà, le divin, il est quand même là, la dimension imperceptible des choses, toutes ces petites nuances délicates, toutes les choses qui font qu'il y a du sens aussi dans l'existence et qu'il y a un être plus haut qui veille sur nous. Voilà, tout ça, ça fait sens. Plus la vie avance, plus ça fait sens et plus on a envie de nourrir ça et de faire un contrebalancier à ce qui se passe sur la planète et de pouvoir générer des ondes positives. Voilà. De contemplation et de connexion. Voilà, exactement. Ouais, complètement. Bon, c'est magnifique. Ça va nous nourrir au moins pendant plusieurs jours. Merci. J'espère. En tout cas, un grand merci du cœur, profondément. Moi aussi, vraiment, merci infiniment. Bon, merci. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!